Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être présents à ce webinaire de la CPME Nouvelle-Aquitaine qui aura comme sujet comment choisir les bons réseaux sociaux et les utiliser pour développer son entreprise. Sont présents parmi nous plusieurs interlocuteurs, à savoir Carole Middleton, Nicoletta Pansoli et Didier Hubert. Vous aurez en fin de webinaire Meryl Boots qui vous présentera sa partie à elle, qui fait un petit coucou, voilà. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les aides qui sont utilisables aujourd'hui, notamment le chèque e-commerce et transformation numérique pour les TPE. En clair, comment réussir à faire financer une partie ou totalité peut-être des prestations dont vous parlez, les différents confrères qui sont présents aujourd'hui. Je vous propose la chose suivante. Vous expliquer comment fonctionne ce petit webinaire. Il va durer 1h15, 45 minutes de présentation de nos trois intervenants, 15 minutes chacun. Ça sera découpé en 4 parties. Comment bien choisir les réseaux sociaux qui sont adaptés à votre présentation, à votre activité, comment intégrer leur utilisation dans une stratégie globale d'entreprise, quelles sont les spécificités des principaux réseaux sociaux et comment assurer la gestion quotidienne des réseaux sociaux et quel est le rôle d'un community manager. Pour ce faire, je vais demander à chacun des intervenants de se présenter en 1 minute 30. Ils vont pitcher. Didier, si tu veux bien. Bonjour et merci. Donc moi je suis Didier Hubert et je co-dirige une agence de communication qui s'appelle Action Aquitaine à Bergerac en Dordogne. Donc notre métier consiste à accompagner des entreprises de toute taille, tout secteur d'activité. Ça va de l'artisan au commerçant, l'agriculteur et l'industrie. Voilà, notre métier consiste à les accompagner sur du conseil, de la stratégie et de la mise en œuvre d'outils de communication. Et nous avons une spécificité aussi qui est l'organisation d'événements professionnels. Merci Didier. Carole. Donc, bonjour à tous, je suis Carole Middleton. Donc, je suis community manager, donc dirigeante de Carole Communication. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Très bien. Tu es sur quelle zone géographique? Limoges. Ok, très bien. Nicoletta. Nicoletta. Bonjour à tous, je m'appelle Nicoletta Pansoli et je suis Pansoli et je suis la fondatrice de Nipa Communication, une agence de communication en Creuse et je m'occupe de communication surtout digitale, management d'entreprise. On a un petit souci technique. Nicoletta est très coupée, c'est assuré, on ne l'entend pas. Je te propose, Nicoletta, peut-être de changer de fonctionnement et passer avec le téléphone ou de te reconnecter dans quelques secondes. J'en profite pour vous expliquer le fonctionnement de la plateforme. Vous avez sur votre droite, donc à côté des écrans, un chat où vous pouvez échanger, discuter entre vous et entre nous. Certains ont déjà commencé, bien sûr. Un deuxième onglet qui s'appelle « Questions », dans lequel vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez aborder auprès de nos intervenants. Ça nous permettra non seulement d'avoir des questions précises auxquelles on essaiera de répondre, mais aussi ça vous permettra à vous de pouvoir voter pour ces questions. En clair, 1, 2, 5, 10 questions. Pour chacune, un vote est possible. Les questions qui auront le plus de votes seront les questions qui seront traitées prioritairement par nos intervenants. À côté de ça, vous avez un troisième onglet qui s'appelle sondage. Dans ce sondage-là, on vous posera quelques petites questions pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et essayer de faire un prochain webinaire plus adapté. Et on devrait récupérer Nicoletta. Si ce n'est pas le cas, on va peut-être commencer par la présentation avec Carole. Mais avant, je vous précise une dernière chose. Ce webinaire est enregistré. Il y aura donc un replay qui sera envoyé en automatique à l'ensemble des participants, présents ou absents d'ailleurs, de façon à ce qu'ils puissent le regarder a posteriori.
Carole, si tu veux bien, c'est à toi. Ok. Bon, donc c'est parti. Donc, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, moi, je vous invite à vous poser en priorité une autre question qui, de mon point de vue, va vous permettre d'avoir une vision en fait plus globale et de remettre au cœur de votre stratégie le client. Alors, pour illustrer mon propos, j'ai tout simplement pris un petit nuage de mots en forme de cœur qui, finalement, comment vous dire, est l'objectif final qui est de viser, de toucher le cœur du client. Alors, j'ai décidé de prendre comme exemple, pour répondre à cette question, qu'est-ce que veulent vos clients, l'exemple d'un des leaders du marché qui a développé une vision très structurée de l'expérience client. Donc, c'est Accor Hôtel. Alors, pour la définition académique de l'expérience client, que l'on appelle plus communément, en fait, dans le jargon du web marketing, l'UX, ça qualifie l'expérience globale ressentie par l'utilisateur lors de l'utilisation d'une interface, d'un appareil digital ou plus largement en interaction avec tout dispositif ou service. Le parcours client se compose, chez Accor Hôtel, de 7 étapes. La première, c'est rêver. Donc là, c'est le moment où l'on rêve de son séjour, un moment où on va regarder des photos de la destination, de l'hôtel, etc. Donc là, petit clin d'œil peut-être à Instagram comme réseaux sociaux, dont on parlera plus tard. La deuxième étape, c'est comparer. Donc là, c'est l'étape de la planification. Mais on va aussi regarder différents meta-search, ce que l'on appelle donc en fait des comparateurs tels que Trivago, Kayak, etc. Trouver sa chambre au meilleur prix. Troisième étape, ça va être réserver. Donc là, le moment de la réservation arrive avec différents acteurs comme par exemple Booking.com ou encore donc AccorHotel.com. Là, c'est une étape qui est importante car c'est là en fait où se crée la valeur. Cinquième étape, on prépare le voyage. Donc là, clairement, c'est le moment où le client va préparer ses valises. Petit clin d'œil à nouveau, si donc là, l'entreprise, l'hôtel en particulier, possède des réseaux sociaux et anime ces réseaux sociaux, c'est encore le moment où vous pouvez effectivement proposer tout simplement des excursions, faire un petit zoom sur les activités qu'il y a à faire en fait autour de l'hôtel, expliquer un peu dans quel climat vous vivez pour justement faciliter en fait la préparation du voyage de ce client. La quatrième étape, qui va être donc du coup la plus importante, qui sera séjourner. C'est le séjour en lui-même et c'est la finalité de tout ce parcours. La cinquième étape, c'est partager. Après le séjour, donc c'est le partage d'expérience. Donc là aussi, qui va arriver peut-être via les réseaux sociaux ou alors tout simplement via les enquêtes de satisfaction que vous allez recevoir par email après votre séjour pour donner votre avis. Et donc enfin, la sixième étape, qui sera donc de revenir donc entre deux séjours, comment en fait on garde le lien entre nos clients et l'entreprise, la marque, le groupe. C'est le moment en fait où on va fidéliser. Donc l'expérience au sein même de l'hôtel, vous l'avez compris, ce n'est qu'une seule des 6 étapes du parcours. Ce qui veut dire que l'expérience client commence bien avant et se termine bien après la consommation de votre produit ou de votre service. D'où l'importance d'être présent à chaque étape grâce à des outils comme les réseaux sociaux. Donc, dès lors que vous avez déterminé ce que veulent vos clients, donc essentiellement par exemple le type de contenu qu'ils veulent consommer, il est temps maintenant de choisir les réseaux sociaux adaptés à votre activité. Alors ici, sur cette slide, selon en fait à quelle clientèle vous vous adressez, que ce soit de la clientèle en B2B, donc de la clientèle business, ou de la clientèle en B2C, des particuliers, on va voir que les besoins en fait ne seront pas les mêmes.
les besoins des professionnels, essentiellement, sont mieux s'informer pour mieux choisir. Donc là, on est dans une réflexion, on va dire, qui va être logique. Vous pouvez leur proposer des actualités chaudes, par exemple, avec comme outil des stories. Vous pouvez aussi leur proposer des dossiers de fond, comme par exemple un livre blanc que vous avez hébergé sur votre site web. Décryptage des tendances, donc là par exemple par le biais d'un article de blog, ou encore des témoignages d'experts, donc là peut-être sous format vidéo, ou encore des chiffres et des statistiques, et là cette fois-ci sous un format plutôt style infographie. Concernant les particuliers, donc là le besoin ne répond à aucune logique, j'ai envie de dire. Le particulier, lui, ce qu'il veut, c'est être séduit et émotionnellement connecté à une marque, à une entreprise. Donc là, en termes de contenu, vous allez aussi pouvoir lui proposer de l'actualité chaude, sous forme de story. Donc les stories, petit aparté, qui sont finalement ces pastilles que vous voyez en haut, souvent sur Instagram ou sur Facebook ou même sur LinkedIn, quand vous cliquez dessus, qui sont visibles uniquement 24 heures. Vous pouvez lui proposer des promos, des avantages fidélité, mais aussi du jeu via des jeux concours, et aussi du storytelling. Alors là, je fais une petite aparté sur ce concept qui, à mon sens, quand même, est très important. Le terme storytelling, vous en avez sûrement entendu parler. Alors, traduit en français, donc ce qui veut dire communication narrative, c'est le fait en fait de raconter une histoire dans un but de communication. Donc là, l'objectif du storytelling, ça va être de capter en fait et de captiver sa cible par l'émotion plutôt que par des séries d'arguments qui vont vanter les mérites de tel ou tel produit. Il est prouvé qu'un client retiendra plus facilement une histoire plutôt que de simples arguments de vente. D'où la part grandissante en fait de la relation client, qui est finalement cette satisfaction émotionnelle, et c'est ce que recherche le client en B2C. Alors, vous aurez remarqué aussi depuis quelque temps que l'approche du marketing est quand même très centrée sur le client. C'est ce que l'on appelle, dans notre jargon, l'approche customer-centric. Donc, qui comporte 2 niveaux. En premier, c'est le souci en fait de proposer aux clients des produits qu'ils apprécient avant tout, et donc de faire coller l'offre à la demande. Deuxième point, c'est l'importance accordée à la relation client. Donc, assister le client, être à son écoute, lui demander son avis, qui constitue en fait autant de démarches quotidiennes pour les entreprises qui ont effectivement une approche customer-centric. Donc maintenant que nous avons fait le tour en fait des besoins donc, de la clientèle en B2B et en B2C, moi je vous propose maintenant de se concentrer sur les 4 réseaux sociaux qui pourraient éventuellement convenir à votre activité. Alors, Facebook, donc là, avec plus de 2,45 milliards d'utilisateurs actifs par mois, il faut vous dire quand même que vos clients ont quand même une chance d'être sur ce réseau, alors soit à des fins professionnelles, soit à des fins personnelles. Sachant qu'à la base, le réseau Facebook a été créé vraiment pour avoir une connexion avec la famille, avec les amis. C'était le principe de base de la plateforme. Mais c'est aussi une grande plateforme aujourd'hui publicitaire pour les entreprises. Concernant Instagram, Instagram, c'est un réseau social donc là qui va être très visuel. J'ai envie de vous dire, il est idéal finalement pour les entreprises qui travaillent surtout avec une clientèle en B2C, mais pas que. Instagram, c'est le réseau idéal pour briller. En fait, grâce à des images fortes et de haute résolution, vous allez pouvoir mettre en valeur vos produits, votre histoire et aussi d'autres points forts en fait, de votre activité, mais de manière séduisante, de manière sexy.
LinkedIn. LinkedIn qui, lui, compte aujourd'hui 675 millions d'utilisateurs et 310 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc là, clairement, pour les professionnels, ceux qui travaillent avec une clientèle en B2B, c'est le réseau le plus performant pour la conversion de prospects. Alors, il est aussi connu comme étant le réseau social professionnel numéro 1. Et donc, très clairement, c'est, je pense, la plateforme, à mon sens, qui est idéale pour des professionnels. Et enfin, petit focus sur YouTube, alors qui là a été initialement considéré en fait comme un outil vidéo pour les amateurs. Et en fait, on s'est rendu compte au cours donc de ces dernières années que la plateforme en fait est devenue une véritable puissance médiatique avec 2 milliards d'utilisateurs d'actifs par mois. Alors maintenant qu'on a fait ce tour en fait des quatre réseaux sociaux, je laisse la main à la prochaine, ou tout du moins au prochain intervenant. Merci Carole pour cette petite présentation. On a une petite question qui a été posée à laquelle je pense qu'on pourrait peut-être répondre. Dans le panorama que l'on vient de donner, on n'a a priori pas de réponse pour une cible 16-25 ans. Qu'est-ce que tu préconises pour cette cible-là? Alors pour les 16-25 ans, moi je vous dirais peut-être plus Snapchat. Alors c'est vrai que Snapchat, là on ne va pas forcément en parler aujourd'hui, mais c'est le réseau social finalement où vos adolescents, vos prépubères ne veulent pas… En fait, ils fuient un peu Facebook et Instagram parce que sur Facebook et sur Instagram, alors surtout Facebook, maintenant, on va être plus sur une cible senior. Enfin, tout du moins, c'est une cible qui a beaucoup adopté finalement ce réseau social. Donc là, vos jeunes, eux, ont plus de possibilités, j'allais dire, sur Snapchat. Alors après, communiquer sur Snapchat, moi je dis attention, pour une entreprise, pour une marque, il y a des codes, il y a des usages à respecter. Si je dois vous donner un exemple concret, par exemple, Hippopotamus, chaîne de restauration qui est plutôt sur une cible familiale. Moi, j'y vois un intérêt pour Hippopotamus d'être sur Snapchat parce que vous pouvez aller mettre sur Snapchat uniquement, par exemple, vos codes promotionnels, vos codes parrainage, vos promos du mois, par exemple. Je ne sais pas, moi, cette semaine, vous offrez l'apéritif chez Hippopotamus. Ben là, ça va être intéressant parce que, par exemple, vos jeunes qui vont être sur ce réseau social sont susceptibles de voir cette promotion. Et effectivement, tout simplement, de dire, tiens, il se trouve que c'est le week-end de l'anniversaire du petit, on ne savait pas où aller, on ne savait pas où fêter l'anniversaire. Bon, là, finalement, ils l'ont vu sur Hippopotamus, ils ont vu le code parrainage, ils le disent à leurs parents, allez, on convertit, on appelle Hippopotamus, on réserve sa table et on y va grâce, en fait, à Snapchat. Mais bon, là, j'ai encore envie de vous dire, attention, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour chaque réseau social, finalement, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise en tant qu'entreprise avec ce réseau social. Vous pouvez être sur tous les réseaux si vous le souhaitez, mais le plus intéressant, c'est de savoir de comment vous allez raconter votre histoire, qu'est-ce que vous avez à raconter, qu'est-ce que vous avez à y dire. Voilà. Ok, merci pour ça. Juste dernière petite question, Anne-Lise, qui pose la question de Twitch. Twitch. Alors Twitch, à titre perso, je vous dirais, je n'y vais pas du tout. Si l'un des autres intervenants a peut-être plus d'affinité avec ce réseau, si quelqu'un veut intervenir là-dessus. Bon, personne ne se décide à monter sur scène pour ça. Bon, Twitch, on peut en parler. C'est aussi un réseau social qui est grandissant, qui est plutôt basé sur du live stream. Concrètement, c'est soit pour montrer ce que l'on fait sur son écran ou présenter éventuellement une présentation comme on est en train de le faire maintenant, plutôt basé sur une population assez jeune, pas forcément d'ailleurs que du jeu, mais principalement comme un gamer, pour être clair. C'est une cible d'ailleurs, pour répondre à une des questions qui a été posée,
C'est une cible typique pour les scolaires et justement, on a pas mal d'établissements scolaires qui commencent à être présents sur Twitch pour toucher cette cible-là. Si vous voulez, on pourra en parler un petit peu plus tard, hein, mais oui, Twitch, on va dire plutôt moins de 20 ans, très fortement basé sur les 15-20 ans d'ailleurs, plutôt joueurs, plutôt gamers. Mais l'ensemble de l'univers du sport, du bien-être, de l'éducation peuvent être abordés sans aucun souci. Je laisse la parole à Didier pour continuer notre petite déroulé. Comment intégrer leur utilisation dans une stratégie globale d'entreprise. Oui, donc pour remettre en perspective l'utilisation des réseaux sociaux dans la vie de l'entreprise, il faut d'abord passer par un stade qui a l'air un peu présomptueux, mais parler de stratégie globale de communication, c'est en fait harmoniser la stratégie de l'entreprise et la relation avec ses parties prenantes. Donc, si on devait résumer une stratégie globale de communication, c'est tout simplement mettre en place des actions cohérentes pour s'affirmer dans son environnement. Alors, j'ai repris une définition que j'ai fait un peu mienne, puisque en fait, chaque individu à notre époque produit des millions de data par jour, presque à son insu, en utilisant des outils technologiques usuels. Et en fait, au XXIe siècle, communiquer, ça s'apparente à produire et organiser ces datas pour des publics différents qui les utilisent sur des supports différents. Donc, autant avant l'ère numérique, on s'appuyait sur des médias traditionnels qu'on arrivait à organiser de façon cohérente. Maintenant, en produisant énormément de data individuellement, il faut trouver une cohérence dans tout ça et créer une synergie entre tous les médias et les supports de communication existants qui vont du print, le digital en fait partie, l'événementiel, les relations de presse et les médias traditionnels. Alors, les phases classiques de l'organisation d'une stratégie de communication s'articulent souvent de la même façon. Au préalable, il s'agit déjà d'analyser, d'auditer l'existant, c'est-à-dire identifier tous les outils que j'utilise dans mon entreprise pour communiquer, de les évaluer, tester leur efficacité, et de façon très objective. Ça passe ensuite par une étude de sa concurrence directe, voir quel support cette concurrence utilise, ses sites web, l'utilisation de ses réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont présents sur la presse, dans les médias. Autre étape essentielle, c'est de définir ses objectifs, parce que communiquer en vain, ça a finalement peu de portée. Donc, c'est de définir des objectifs qui sont réalistes à l'échelle de son entreprise, qui sont quand même ambitieux, mais dans tous les cas, ces objectifs doivent être précis, mesurables, et doivent donc permettre d'analyser la visibilité, la notoriété, vendre aussi ses prestations ou ses produits. Autre point capital aussi de cette stratégie, c'est d'identifier les publics cibles, ce qu'on va appeler les personas, primaires ou secondaires. En fait, pour le dire plus simplement, c'est d'identifier le client idéal, sa typologie, son âge, son sexe, ses comportements, ses attitudes de consommation, ses points d'intérêt, et on le détaillera plus tard, mais il y en a beaucoup. Ensuite, en fonction de ces publics cibles, on va définir des axes de communication par rapport à chacun de ces publics. Et justement, les messages seront différents en fonction des typologies qui ont été prédéfinies dans les publics cibles. Et enfin, la dernière étape qui est essentielle, c'est d'estimer et de définir un budget pour toute cette planification, et c'est de hiérarchiser et planifier les actions et le budget sur une année, voire 18 mois. Alors après, pour se concentrer purement sur les réseaux sociaux qu'on aborde aujourd'hui, qui sont un des
des supports de communication de l'entreprise, en fait, on voit qu'ils correspondent, et là, je prends pour exemple une étude qui a été faite par Citymedia, qui montre la distinction entre l'image véhiculée par chaque plateforme et ensuite qui aura une incidence sur la ligne éditoriale, les contenus à mettre en place par réseau social. Alors, comme on le voit, il y a des images prédominantes qui ressortent des réseaux sociaux les plus populaires. Donc, Facebook va s'orienter vers du tout public. Il a une image de leader populaire. Je prends un autre exemple, Twitter. Là, on est dans la spontanéité et le dynamisme, puisque c'est vraiment presque du chat de communication. LinkedIn va inspirer la confiance et d'autres supports qui sont montrés, comme Instagram va surfer sur l'image de la mode, du faire-valoir, et Pinterest, par exemple, qui est parfois utilisé aussi, peut être synonyme de source d'inspiration et d'esthétique. Alors après, compte tenu de cette segmentation d'images par catégorie des réseaux sociaux, ça a une incidence sur les contenus, sur la tonalité éditoriale. Donc, on va voir des différences aussi. Par exemple, Facebook va plus surfer sur des contenus et une ligne éditoriale qui est liée à la convivialité. LinkedIn va avoir une image de professionnel et de sérieux. Et donc, on le verra plus tard, je vous parlerai plus précisément de ce réseau social, mais aussi une incidence sur finalement l'image de marque et on va dire le côté, la réputation de l'entreprise. On parlera de l'irréputation. Donc voilà, tout ça, c'était pour vous indiquer la différence de ton à adopter et finalement de contenu à formuler suivant le réseau social sur lequel vous allez communiquer. Voilà, c'était un point très, très synthétique sur cet aspect de stratégie globale de communication. Ok, merci bien. Je vois quelques petites questions, on pourrait peut-être essayer d'y répondre pour certaines, notamment sur une toute simple. Combien de publications faut-il faire par semaine sur Facebook, sur Instagram? J'imagine que Carole ou Didier peuvent répondre. Carole? Alors, oui. On a dit sur Facebook et Instagram? Ouais. Ouais. J'ai envie de vous dire une moyenne de environ 3 publications par semaine, on est déjà pas mal. Après, c'est toujours pareil sur les réseaux. Moi, j'en reviens toujours au même. Qu'est-ce que vous avez à raconter? Parce que malheureusement, si vous n'avez rien à raconter d'intéressant, et là, je vais évoquer un point qui me semble très important, soyez intéressant plutôt que d'être intéressé. C'est-à-dire que si vous racontez des choses qui, de toute façon, n'engagent pas, ne vont pas engager votre communauté, ne vont pas provoquer d'interaction, de commentaires, de likes, etc., pas trop d'intérêt. Donc, j'ai envie de vous dire pour une moyenne, on va dire 3 publications par semaine. Après, même si ce n'est qu'une publication par semaine, mais que vous avez des choses intéressantes et que vous avez une vraie ligne éditoriale, j'ai envie de dire, pas de quoi rougir. Voilà. Ok, ça mérite d'être très très clair. Merci pour ça. Je vois une autre question qui est Google Plus existe-t-il toujours? Bon, la réponse est non, hein, mais peu importe. Fermeture en octobre 2018, donc non, ça n'existe plus. Dernière petite question que l'on pourrait essayer de traiter. Je suis très surprise. Je suis très surprise par la répartition des sexes des utilisateurs Facebook. Je n'ai lu que des chiffres parlant de prédominance des femmes jusqu'à maintenant. Pouvez-vous donner des précisions? Alors oui, je vais donner pour ma part, sur ce que j'ai présenté en source, c'était un billet de blog.
d'une agence de com située à Grenoble. Mais bon, enfin, je pense qu'on peut quand même s'entendre à dire que bien souvent, en tout cas pour Instagram, les femmes sont prédominantes sur ce réseau. Bon, on peut aussi rajouter peut-être que Facebook est arrivé un petit peu à son apogée hein, sur l'Europe, par exemple, et les pays comme les États-Unis, voire même est en train de régresser hein, globalement, et que d'autres réseaux sociaux deviennent plus impactants, plus efficients, et que on peut même aller plus loin, c'est que l'âge moyen est de plus en plus ancien sur du réseau type Facebook. Si on veut toucher des jeunes, Facebook n'est plus tout à fait le bon réseau. On est d'accord ou pas, Carole? Tout à fait d'accord. Ok, merci. Continuons une petite présentation. Quelles sont les spécificités des principaux réseaux sociaux? Ben justement, c'est une bonne entrée en matière. Carole, Didier. Alors, du coup, Nicoletta est avec moi par téléphone parce que du coup, oui, la connexion en Creuse est un peu compliquée. Donc, je ne sais pas, Nicoletta, est-ce que tu peux parler pour voir si tout le monde t'entend bien? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez Nicoletta à travers C'est ma bon, session? Nicoletta, on t'entend, tu peux y aller. Ok, super. Parfait, merci. Alors, comme on vient de discuter, nous avons actuellement beaucoup de réseaux sociaux, mais tous les réseaux sociaux ne proposent pas la même solution pour vos besoins. Voici, nous pouvons voir dans cette illustration les réseaux sociaux qui sont utilisés chaque jour en France. Nous voyons que Facebook gagne sur tous les autres réseaux sociaux et il est suivi par Snapchat et Messenger, l'outil de messagerie de Facebook, suivi par Instagram et plus en bas, nous trouvons Twitter, LinkedIn et Pinterest. Comme nous avons vu déjà, il y a beaucoup de solutions, mais pas toutes ces solutions sont cohérentes avec vos vrais besoins de communication et de mise en avant pour vos entreprises. Nous allons voir maintenant deux réseaux sociaux, du coup notamment Facebook et Instagram, qui sont deux réseaux complémentaires, mais qui présentent plusieurs différences entre les deux. Instagram, évidemment, comme Didier et Carole ont présenté, Instagram, c'est vraiment le royaume de l'image. C'est très important de montrer et comme quand je vous présente, c'est un réseau qui est axé sur le visuel. Il faut donner envie aux personnes de cliquer, de liker et d'aller voir votre profil Instagram parce qu'en fait, grâce à ce réseau, nous pouvons mettre en avant les produits et les services que les entreprises peuvent proposer. Et voilà. Ici, je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est très important de proposer une page Instagram ainsi à la place d'un profil. Parce qu'une page vous donnera la possibilité de pouvoir analyser toutes les données que vous allez avoir. Par exemple, c'est quoi la photo qui a eu le plus de likes ou qui a vu, par exemple, le plus de stories. Et à quelle heure, surtout. Voici, je vais vous donner quelques petits conseils, disons, pour vos publications Instagram, notamment les horaires de publication entre 7 et 9 h, 11 et 13, 19 et 21 h. Pourquoi? Parce que c'est les moments où les gens mangent. Tout simplement parce que quand on mange, quand on est en pause déjeuner ou quand, par exemple, on attend de dîner, on utilise notre téléphone désormais. Et les jours les plus utilisés, c'est le lundi, le mercredi et le jeudi. Parce que c'est, disons, en général, dans la semaine, quand nous sommes plus actifs, parce que nous utilisons plus notre téléphone, ainsi que le week-end, parce que c'est, disons, le moment où on se pose. Et je vous ai donné ici aussi une petite liste d'informations pour la taille des bonnes images. Parce que voilà, comme je viens de vous dire, l'image sur Instagram est vraiment à la base de la réussite de votre compte. Et publier une photo avec une bonne qualité d'image, c'est vraiment à la base de la réussite.
Ensuite, Instagram est vraiment de plus en plus le réseau le plus utilisé comme e-commerce. Et les objectifs, on a 3 objectifs. La mise en valeur de la activités et la représentation de votre identité. C'est connaître vos produits et se rapprocher de votre communauté de façon nouvelle. Du coup, ne plus montrer une image, disons, stricte et professionnelle, mais de temps en temps, montrer les coulisses de votre vie en entreprise avec des stories pour se rapprocher de vos clients et les fidéliser. L'audience, comme vous trouvez ici, nous avons 32 millions d'utilisateurs par mois en France. La plupart des utilisateurs ont moins de 35 ans. Comme on vient de dire, on a un peu plus de femmes que d'hommes qui utilisent Instagram. Et le 90% des utilisateurs utilisent Instagram pour suivre les marques. Nous pouvons changer de diapo. Voici 2 conseils que je souhaitais vous donner pour votre publication. C'était en tout début de mettre des produits en situation. Par exemple, vous produisez du miel. Exemple comme ça. Pourquoi pas ne pas proposer des vidéos, des recettes, par exemple, pour mettre le miel à l'honneur. D'avoir une identité visuelle assez forte, comme je viens de dire, d'avoir des bonnes images de très bonne qualité pour que les gens les sauvegardent ou les envoient à leurs amis, leurs conjoints, à qui ils veulent. D'être authentique et spontané en utilisant des stories et des vidéos qui sont laissées dans le feed de notre page Instagram. Pourquoi pas utiliser des influenceurs pour permettre de plus en plus de personnes de connaître vos produits et vos services. Et dernier, la liste, utiliser des hashtags qui sont pertinentes. Ne pas en abuser, mais en utiliser une bonne quantité, une dizaine normalement, afin de pouvoir être repéré plus facilement par des possibles nouveaux utilisateurs de votre marque ou de vos services. Ici à droite, je vous ai ajouté une liste, disons, de sites internet gratuites ou pas, pour trouver des images, créer des visuels et pour programmer vos publications, afin d'avoir des solutions en communication beaucoup plus faciles. On peut changer de... Voilà. Nous allons du coup parler de Facebook. Je voulais commencer pour vous expliquer un peu la différence entre une page et un profil Facebook. Une page vous permet en fait de gérer au mieux une communauté, comme créer des publications, les programmer, suivre les activités et analyser surtout vos résultats. Une page permet vraiment d'utiliser plusieurs outils comme la programmation, comme le suivi vraiment de l'analyse de toutes vos publications, de vos stories, et un profil ne vous permet pas tout ça. Et surtout, vous pouvez connecter votre page Instagram à votre page Facebook. Les deux, ils vont être liés pour une simplicité de communication. Et dernier point, ça sera que les personnes, ils peuvent vraiment, vous pouvez proposer des publicités qui seront sponsorisées et ciblées au public que vous souhaitez. Facebook, quand publié. Au contraire, concrètement, Instagram, ce réseau est de plus en plus utilisé vers le fin de semaine. C'est vraiment dans le type presque du repos. Et on est plus posé, en général, quand on est sur Facebook, parce qu'on a tendance à lire de plus sur ce réseau. C'est pour ça on publie en général entre 13 et 16 heures, entre 18 et 20 heures. Ici, encore une fois, je vous ai proposé les bonnes images pour un meilleur résultat pour vos publications. Alors, les objectifs, toujours 3 objectifs principaux.
Le premier, de construire une communauté autour de votre marque et de la fidéliser. De réaliser le contenu sur vos articles, par exemple avec le partage de produits questions de votre site internet et de partager des articles, par exemple, de blog. Et un dernier, de mettre en avant vos produits, vos actions promotionnelles, comme disait Carole, par exemple, des codes promotion, et de informer surtout les personnes sur vos produits et sur la vie d'entreprise. Nous avons 46 millions d'utilisateurs par mois, et du coup, comme je venais de vous dire, Facebook est vraiment le réseau principal en France, avec un public entre les 25 et 49 ans sur ce réseau. Et c'est très important, de plus en plus Messenger, l'outil de messagerie de Facebook, parce que nous avons 40 millions d'utilisateurs. Ce réseau est de plus en plus utile pour poser des questions, comme quand il utilisait un chatbot. Et une autre info très, très importante, c'est le 82% des utilisateurs de Facebook qui utilisent un smartphone. Tout ça, pourquoi c'est très important? Parce que ça sera, disons, à la base d'une réflexion de stratégie de communication axée sur le mobile friendly. Du coup, l'utilisation de téléphone à la place de l'ordinateur. Nos conseils, également, comme quand je faisais fait pour Instagram, c'est de publier des vidéos et des images de belle qualité afin d'augmenter l'engagement à votre marque. Proposer des publications qui proposent vraiment de la réaction des internautes, comme des questions, comme des demandes d'ajouter des photos, des commentaires. Et l'utilisation de Facebook Ads, ça veut dire l'utilisation de publicité sur Facebook pour être de plus en plus visible. Donc peut-être du coup, Didier, tu peux prendre la suite. Alors, je vais prendre la suite, oui, pour vous parler de LinkedIn. Alors, c'est peut-être le moins glamour de tous les réseaux sociaux, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans l'image qui est véhiculée, c'est cette image de sérieux et de professionnel. En fait, LinkedIn, c'est le précurseur des réseaux sociaux, puisque comme vous le voyez dans cette échelle chronologique, c'est le premier qui a presque 20 ans maintenant. Il a été créé en 2002 en Californie. Et fait marquant aussi dans son histoire, il a été racheté par Microsoft en 2016, et ce qui lui a conféré de nouvelles fonctionnalités, un développement de beaucoup de services et d'expertise supplémentaires. Donc, c'est le seul réseau social dédié aux professionnels qui met en place des services gratuits, freemium, premium. Alors, il concerne une audience de 17 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et contrairement à d'autres réseaux sociaux, là, si on identifie l'utilisateur type, c'est plus un homme de plus de 34 ans. Et même la moyenne des utilisateurs, ce sont des personnes de 44 ans. Il représente aussi, ces utilisateurs, 85% des décideurs B2B en France, c'est-à-dire qu'il y a 840 000 entreprises françaises représentées sur ce réseau social, et donc 8 sur 10 des décideurs français. Alors quand je dis décideurs, ça peut être dirigeants d'entreprise, cadres dirigeants, cadres d'organisation et universités et écoles aussi de ce pays. Alors, c'est une chose qui est peu connue aussi, c'est un réseau social qui convertit énormément en termes qui est le plus incitatif à l'achat, bien avant Facebook et Instagram et Twitter. Alors, dans les rôles et les objectifs de ce réseau social, c'est premièrement de faire de la prospection et créer et développer son réseau. C'est promouvoir son activité, montrer son expertise.
Ça sert à augmenter la visibilité de son entreprise et partager du contenu d'actualité. Mais c'est aussi partager la vie même de l'entreprise et mettre en avant son équipe. C'est un outil qui permet aussi, qui est très puissant aussi pour faire de la veille de marché, de la veille concurrentielle, de la veille aussi en termes de futurs collaborateurs, et enfin aussi pour se former, puisqu'il y a beaucoup d'outils de e-learning qui sont développés. Et on constate même que, même pour des dirigeants ou des cadres d'entreprise, c'est aussi, comme je le disais, un support pour faire de la veille professionnelle, soit pour recruter, soit pour se faire recruter. Alors, quels sont les impacts quand on est présent sur ce site? Et si on l'utilise vraiment pleinement avec toutes ses fonctionnalités, c'est avant tout de constituer un réseau professionnel qualifié et de constituer presque sa communauté sur mesure. Alors, cette communauté, elle passe certes par des secteurs d'activité dans laquelle on fait partie, enfin par son métier ou son secteur, mais c'est aussi surtout une communauté de valeurs, et c'est ce qu'on verra plus tard, va être véhiculé aussi dans les contenus. C'est pouvoir aussi étoffer sa communauté via des groupes d'intérêts communs. Alors, ça peut être des thématiques très généralistes, mais qui peuvent être très spécifiques et très spécialisées. C'est aussi en termes d'impact, donc en étant présent sur ce réseau social, quelque chose de très important et qui va procurer aussi cette incitation à l'acte d'achat, c'est la réassurance des visiteurs. Et notamment, quand je dis les visiteurs, en fait, on constate que c'est un réseau, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, dans la typologie même des utilisateurs. Les utilisateurs de LinkedIn sont très engagés. Donc, quand ils sont présents sur ce réseau social, ils s'impliquent, sont très curieux, avides de contenu de qualité. Et donc, la réassurance des visiteurs par rapport à votre profil, à votre présence sur le site, sous forme de personnel ou d'entreprise, va toucher et impacter vos prospects, clients, fournisseurs, financeurs, votre marché en général et vos concurrents et futurs collaborateurs. LinkedIn, en comparaison de tous les autres réseaux sociaux et même sites Internet, c'est vraiment le siège de votre e-réputation. Alors, l'e-réputation, c'est l'image véhiculée par vous-même ou par votre entreprise sur tous les supports numériques. Donc, c'est très important pour justifier de la cohérence entre ce que vous présentez de vous, de votre entreprise, de vos produits ou vos services, et puis donc l'image qui est véhiculée sur tous les supports que vous utilisez. D'où l'importance aussi de ce qu'on a dit précédemment sur la stratégie et la cohérence, voilà, de l'utilisation des supports de communication. Alors, l'impact aussi de LinkedIn, c'est d'accroître et développer la visibilité, donc le référencement de mon entreprise ou de mes marques. Ça développe l'image de marque aussi, la notoriété, l'attractivité de l'entreprise, et ça développe aussi, ça concourt aussi à développer la marque employeur, notamment pour le recrutement. Alors, avant de se dire, est-ce que je dois, à titre individuel ou pour mon entreprise, faire partie de ce réseau social, il faut se poser quelques questions essentielles. Ce que j'attends par ailleurs en premier de ce réseau social, qui est le profil du public auquel je m'adresse? Là encore, questionnement de stratégie de communication. C'est de savoir aussi si on est sur un marché local, régional, national, voire international. Là encore, on va avoir des incidences suivant ce positionnement. Et c'est aussi de se dire, est-ce que je suis à ma place si je suis sur ce réseau? Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas y être, tout le monde peut y être potentiellement, mais en fait, pour que ce soit efficient, il faut voir si notre environnement professionnel est bien représenté sur ce réseau social. Sinon, on va produire du contenu qui sera touché par des personnes qui nous concernent ou nous intéressent peu dans notre développement d'entreprise. Alors, pour le savoir, il suffit, avant même de s'inscrire sur LinkedIn, de taper en tapant des mots-clés sur des domaines ou des groupes d'intérêt, voir ce qui se dit, et si donc c'est pertinent d'y être et d'interagir sur ce réseau social. Alors,
si finalement vous faites le pas de vous inscrire sur LinkedIn, il faut être très vigilant, encore plus que sur tous les autres réseaux sociaux, notamment dans la présentation qu'on va faire de soi-même et de son entreprise. Donc, c'est moins intuitif que la plupart des autres réseaux sociaux, donc c'est très formalisé, donc dans les champs à renseigner sur qui on est, sur notre entreprise, mais c'est d'autant plus important parce que ça va finalement montrer la pertinence de ce qu'on va proposer, de ce qu'on va échanger avec les visiteurs de notre profil. Donc, il faut créer un profil personnel et, je mettais et où, mais en fait, oui, et une page pour votre entreprise. Et le plus important, comme tous les réseaux sociaux, c'est qu'on existe, comme je le disais, dans toutes les datas qu'on produit chaque jour, on n'existe qu'au travers de ce qu'on publie. Et il vaut mieux produire du contenu de qualité sur LinkedIn plutôt que de la quantité. Dans les grandes lignes aussi, quand on est présent, il faut être actif et il faut interagir et prendre une dizaine de minutes minimum par jour pour répondre aux messages de nos interlocuteurs, parce que, comme on le disait, c'est un réseau social très engagé, donc avec un taux de réponse attendu très rapide. Et c'est la régularité qui fait que, et la qualité des publications qui feront que les interventions dans les groupes feront la différence. Alors, dans les conseils très pragmatiques de présence, alors contrairement aux autres réseaux sociaux dont on a parlé, là c'est un réseau social, on va dire, des heures de bureau, plus en semaine, du lundi au vendredi, avec deux temps forts dans la semaine qui sont les mardis et jeudis, et sur des tranches horaires de 8h à 10h et de 17h à 18h. Alors, ça c'est dans la fréquence, on va dire, des publications. Après, dans les conseils de publication sur ce type de réseau social, c'est d'utiliser, comme on l'a dit aussi pour d'autres réseaux sociaux, des hashtags pour mentionner et pour cibler des centres d'intérêt de notre communauté. C'est d'utiliser aussi prioritairement des contenus visuels, que ce soit des vidéos, des photos, des PDF. C'est miser sur l'engagement, comme je le disais, et donc là, sur la qualité des publications et pas sur la quantité. Comme le disait Carole aussi, c'est de miser sur le storytelling dans vos publications parce que là encore, au-delà des émotions, c'est aussi cultiver une communauté de valeurs avec les autres utilisateurs et la communauté personnalisée qu'on s'est créée. C'est de bien soigner les accroches, donc le contenu rédactionnel est très très important, donc c'est un point important. Et c'est d'identifier le plus possible des personnes ou les entreprises impliquées dans votre publication, ce qui permet aussi de reboucler, d'interagir et de créer des boucles pour augmenter la portée des publications. Alors, autre point, ce que je voulais rajouter par rapport au format de contenu, il y a des spécificités dans LinkedIn qui sont les pages vitrines. Alors, les pages vitrines, ce sont des extensions de la page entreprise qui permettent de mettre en valeur une marque, un produit, un service qui s'adresse à une audience très ciblée. Et puis, il y a un autre support qui est très important sur LinkedIn, ce sont les articles long format. Alors, eux, ils sont vraiment dédiés pour exprimer l'expertise qu'on a dans son métier, dans son secteur d'activité. Alors, il faut les publier régulièrement et ils permettent de toucher et fidéliser une audience sur le court et le long terme. Alors, ils sont diffusés dans le fil d'actualité de vos relations et ils sont mis en avant sur votre profil personnel et ils accroissent justement ils mettent en évidence votre expérience et votre crédibilité auprès de clients potentiels.
Alors, oui, pour finir, je voulais parler des supports de publicité. Alors là encore, c'est la slide précédente, s'il vous plaît. Voilà, alors les points marquants pour se différencier aussi et pour montrer que LinkedIn, c'est un très fort outil et un outil très performant dans la prospection commerciale, c'est que notamment tout ce qui est posts sponsorisés sont très efficaces. Et il y a la possibilité aussi de créer des emails sponsorisés. Alors, les emails, c'est le format d'emailing propre à LinkedIn. Et ce qui est remarquable, c'est que ces emails ont un taux d'ouverture de 52% en moyenne, ce qui est finalement exceptionnel par rapport à un mailing classique ou un échange par mail traditionnel. Et même si on ne passe pas par un emailing sponsorisé, le mailing de LinkedIn a un taux de réponse de 10 à 25%. Et comme je vous le mets, il est de 300% plus important que les mails traditionnels. Donc là, on est dans de l'efficacité, de l'efficience vraiment avérée. Et comparativement aussi à des coûts de lead par lead sur d'autres supports, celui de LinkedIn est 28% moins élevé que l'achat, par exemple, de Google AdWords. Voilà pour les données globales pour LinkedIn. Ok, merci Didier. Tu as été très bavard, on est un petit peu en retard sur Je suis désolé. notre planning. On a beaucoup de questions-réponses, on va peut-être plutôt se focaliser là-dessus. Oui, on va faire un petit temps d'échange, je pense. Ouais, je pense que c'est plutôt important pour ça. On a plein de petites questions, notamment, qu'est-ce que c'est qu'un hashtag? Si quelqu'un veut bien répondre à ça. Carole. Le hashtag, le hiéroglyphe, le dièse. Le dièse, exactement. À quoi ça sert? Votre hashtag, en fait, il va vous servir, par exemple, au sein de vos réseaux sociaux. En fait, il fonctionne un peu comme un moteur de recherche. C'est-à-dire que vous tapez le hashtag avec, je sais pas, hashtag Limoges. Et bien, toutes les publications qui vont avoir mis le hashtag Limoges, tous les comptes, toutes les pages, tous les profils qui vont l'avoir mis dans leur publication, en fait, vont remonter dans le fil d'actualité. Est-ce que ça marche uniquement sur Twitter ou ça marche sur d'autres réseaux sociaux? Ça marche sur les autres réseaux sociaux également, hein, sur Facebook, sur LinkedIn, LinkedIn, aussi, sur Instagram, sur tous les réseaux maintenant, quasiment. Ok, merci. Au-delà du moteur de recherche aussi, les gens peuvent s'abonner en fait à des hashtags pour pouvoir avoir les actualités qui concernent ces mots-clés-là. Donc, par exemple, hashtag entrepreneuriat, parce que je suis un entrepreneur et que du coup, je veux suivre peut-être les actualités, surtout en ce moment, sur les aides, sur ce qui peut me concerner. Et ben, si vous êtes une entreprise et que vous mettez dans votre post hashtag entrepreneuriat, voilà, l'entrepreneur peut voir vos produits, peut voir ce que vous proposez. Donc, ça fonctionne de manière spontanée quand la personne recherche un hashtag, mais aussi quand elle s'abonne, ça apparaît automatiquement dans son feed. C'est ça. Petite question pour Didier. Pour communiquer efficacement sur LinkedIn, est-il préférable d'écrire un article, de partager un contenu, de poster une vidéo? Concrètement, comment on fait pour avoir un meilleur reach? Tout dépend, là encore, pour répondre à cette question, des objectifs de sa présence sur LinkedIn. Un article, ça va conforter l'expertise qu'on a sur un domaine particulier. Alors, ça peut être lié, c'est finalement une façon subtile de montrer ses compétences, son expertise, sans faire de la publicité agressive. Je sais pas, je suis un spécialiste de l'énergie renouvelable. Je vais poster des articles sur cette thématique. Je vais m'impliquer et m'engager donc avec une ligne éditoriale ou un angle de rédaction qui va ancrer un parti pris ou une spécificité de mon activité. Et donc ça a beaucoup de portée justement par rapport à son marché, son secteur d'activité. Poster une vidéo, oui. Alors après, comme je disais, sur LinkedIn, c'est pas la quantité qui compte et c'est surtout ne pas poster ou partager des contenus qui ont déjà été partagés des millions de fois ou des milliers de fois sur d'autres réseaux sociaux. Ça va pas avoir de portée par rapport à mon profil, par rapport à mon audience. Par contre, des contenus vraiment sur mesure qui vont parler soit de mes centres d'intérêt, de mes valeurs, de mon secteur d'activité,
Là, oui, ça va concourir à avoir une meilleure visibilité, une meilleure notoriété et un meilleur taux d'engagement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci Didier. Est-ce qu'on peut donner juste comme petite astuce sur LinkedIn, si vous voulez que votre poste, quel qu'il soit, ait une meilleure visibilité, préparez votre poste à un moment où effectivement il sera plus intéressant et peut-être voir avec quelques dizaines de copains, d'amis qui vont être en capacité de répondre, c'est-à-dire liker et faire un petit commentaire dans les 5-10 minutes qui suivent le post. Bizarrement, quand on fait ça, en fait, on augmente très très fortement le reach, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une publication qui est vue par quelques centaines de personnes, on arrive très très vite à plusieurs milliers de vues. Ça augmente très très largement sa diffusion. On peut faire des essais, hein, on en fait régulièrement. On arrive, nous, à faire des essais où des posts sont vus des millions de fois aujourd'hui, mais parce qu'on a des comptes avec 30 à 50 000 abonnés, 30 000 étant la limite maximum et 50 000 après on passe en personnalité publique. C'est encore autre chose. Mais si vous avez des amis, des copains, profitez-en, faites en sorte qu'ils likent, qu'ils publient, qu'ils partagent et surtout qu'ils commentent, c'est surtout ça qui compte, dans les 5-10 premières minutes du post. C'est un petite astuce du jour. Petite question complémentaire. A-t-on une idée de la transformation en achat effectif après un clic sur le lien dédié dans Facebook? En d'autres termes, est-ce qu'on peut réussir à générer des ventes? Et si oui, quelle est l'efficacité de ces ventes? Est-ce qu'on peut avoir un ROI là-dessus? Ça, c'est pour Carole. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que via Facebook, on peut avoir une mesure d'efficacité du clic? Est-ce qu'on peut avoir un ROI et est-ce que c'est rentable? Oui, oui. Après, de toute façon, sur Facebook, vous pouvez consulter, sur votre page, vous allez pouvoir consulter vos statistiques et voir effectivement qui a cliqué par rapport à l'appel à l'action qui aura été mis en place et savoir effectivement si oui ou non ça a généré du chiffre derrière. Ok, bon, dit autrement, en fait, depuis Facebook, vous avez possibilité de pouvoir tracer le clic. Hein. Quand quelqu'un clique depuis Facebook sur votre outil type Google Analytics, vous avez la mesure de ce trafic et vous avez donc la possibilité de savoir si c'est lui qui a permis de faire la vente ou pas et donc mesurer quel est le retour sur investissement de ce que vous avez pu mettre comme temps passé, argent, publicité sur Facebook. Et donc, derrière, être capable de pouvoir scaler, c'est-à-dire augmenter vos budgets ou pas, si c'est rentable, et au contraire, de stopper cet investissement si ça ne l'est pas. Merci. Est-ce qu'on a encore une petite minute? Oui, on a encore une toute petite minute pour répondre encore à des questions. Encore une ou deux questions. Voilà, c'est ça. Est-il préférable, donc là c'est pour Facebook encore, est-il préférable d'avoir une page pro, un compte pro sur Facebook, une page perso, sachant qu'il semble qu'avoir une page permet d'avoir plus d'interactions, il me semble. Bon, là la question c'est est-ce qu'on fait une page entreprise, est-ce qu'on fait une page à titre perso? Comment on fait? C'est quoi les bonnes pratiques? Alors, au niveau pratique, une page, alors, de base, sur Facebook, on est sur, voilà, c'est comme dans la réalité, vous avez un profil perso, de base, et depuis ce profil, vous allez décliner, si vous avez plusieurs activités, une page représente un business. Moi, je vous invite aussi effectivement à avoir une page pour votre entreprise, parce que comme Didier l'a évoqué tout à l'heure ou Eric, vous avez accès après avec cette page à toutes vos statistiques. Vous pouvez vraiment savoir exactement en fait qui interagit sur votre page, de quelle manière. C'est quand même beaucoup plus facile en fait derrière de pouvoir piloter votre stratégie et puis derrière de vous dire quelles actions vous allez pouvoir mettre en place. Ok. Merci Carole. Une dernière question avant de laisser la parole à Meryl, et puis on aura peut-être encore le temps. Une question de Maxime. Pour développer facilement, rapidement les réseaux sociaux de notre entreprise, conseillez-vous des logiciels de prospection adaptés? Prospecting, Phantom Buster. Alors, ont-ils un intérêt? Si oui, lesquels? Bon, là, quand on parle de prospecting, c'est essentiellement sur LinkedIn dont on est en train de se parler. C'est comment
générer en fait des contacts de façon automatisée avec un flux automatique de j'envoie des demandes, je réponds à ces demandes en automatique et quand il y a une question un peu précise, à ce moment-là, je reprends la main de façon manuelle. Pourquoi pas de l'instant que vous ciblez pas n'importe qui et que c'est extrêmement précis et que c'est dans votre cible pour faire grossir votre compte. Maintenant, rien ne vaut évidemment une démarche totalement personnelle, manuelle, parce que vous êtes évidemment pas les seuls et que aujourd'hui on commence à avoir un LinkedIn qui est pollué par des automatisations de demandes, de réponses, qui rend la chose totalement impersonnelle et qui a tendance justement à faire fuir un petit peu. Didier, tu réponds quelque chose en plus? La personnalisation est le meilleur des partis pris. Si on établit une communauté, quel que soit le réseau social, c'est pour créer une fidélisation, des interactions régulières et valider justement une expérience, qu'elle soit client ou en tout cas d'intérêt commun. Donc, miser sur le criblage automatisé, moi, c'est pas un parti pris que je mettrais en avant. Après, tout dépend effectivement du secteur d'activité, mais je pense que c'est voilà, il y a beaucoup de déchets par rapport aux automatismes et aux itérations formulées. Voilà, ça après c'est un point de vue personnel. Moi, je suis pour l'adaptation, la personnalisation et la proximité avec sa communauté. Ok, merci Didier. On répond encore à 2 questions et on te laisse la parole, Meryl. Une question sur Google My Business. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Google My Business, c'est un levier extrêmement important pour toute entreprise qui a une adresse physique ou géographique tout au moins, pour mettre en avant à la fois ses activités et donc dans ces activités, dans cette fiche My Business, c'est-à-dire c'est Google Maps, hein, vous savez, l'entreprise avec une géolocalisation, un téléphone, une description du service. Vous avez possibilité de rajouter des articles. Oui, plus vous avez d'articles dessus et les faire vivre, plus vous augmentez cette visibilité-là. C'est exact. Attention, ils ont une durée de vie limitée de 30 jours, me semble-t-il. Ça veut dire que publier, enrichir ce profil-là n'est que positif, par des photos par exemple, par des articles expliquant, mais aussi des promotions. Et vous avez possibilité de mettre même en avant des produits à acheter ou à vendre, même du service. N'hésitez pas, ça fonctionne très bien. Et je rajouterais même que pour les entreprises qui n'ont pas de réseaux sociaux tout court pour l'instant, enfin, ça peut arriver, hein, effectivement, c'est la première, finalement, c'est votre porte d'entrée, hein, Google My Business. C'est quand vous prenez votre téléphone ou vous allez sur votre ordinateur en tant qu'internaute lambda, vous dites « Hey Google », vous recherchez quel est le coiffeur le plus près de chez moi. Il faut bien vous dire que si votre entreprise justement est référencée à sa fiche Google My Business, elle va apparaître sur le côté droit avec les informations principales, c'est-à-dire votre site web s'il y en a un, vos horaires d'ouverture, de fermeture, vos coordonnées, très clairement. On n'a pas besoin d'aller chercher en fait, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup. Donc, c'est vraiment votre porte d'entrée pour moi, enfin, à mon sens, hein, sur le web aujourd'hui. Ouais, c'est la première des portes d'entrée, ça coûte rien, c'est ça qui est bien. Le temps à y passer est très réduit, ne serait-ce que pour monter une fiche, ça va vous prendre une trentaine de minutes. N'hésitez surtout pas, c'est totalement indispensable, essentiel, quel que soit votre business. Dernière question pour toi, Carole. Trouver des influents, j'imagine que ce sont des influenceurs. Est-ce que tu as un petit tips pour trouver le bon influenceur qui va correspondre à l'entreprise ou à la marque? Le bon influenceur. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire de la veille, parce que finalement, on n'en a pas trop parlé de ça, si vous voulez faire de la veille informationnelle ou concurrentielle, l'idéal, en fait, c'est vraiment de suivre, vous, déjà à titre perso, de base, en fait, les grandes marques. Ce que vous voyez à la télé, déjà, de base, ce qui fonctionne, les spots publicitaires que vous retenez, dites-vous que ce sont de toute façon les marques qui fonctionnent le mieux et qui ont le mieux compris, finalement, l'intelligence émotionnelle, le storytelling, voilà, tous ces concepts que l'on a vus un peu plus en avant dans la présentation.
Moi, par exemple, à titre perso, ce que je fais, c'est que je suis des grandes marques comme Castorama, Leroy Merlin, tous ces types de marques, d'entreprises, Oasis, qui en fait maîtrisent très bien l'art du storytelling et qui permettent en fait finalement de vous inspirer tous les jours pour trouver en fait des contenus. Après, effectivement, via des hashtags, suivez les hashtags, des thématiques qui vous conviennent par rapport à votre entreprise, votre activité, et vous verrez au fur et à mesure des influenceurs qui apparaîtront. D'ailleurs, à ce propos, les micro-comptes sont quand même très intéressants. Ne suivez pas forcément que des influenceurs qui ont plus de 3 000, 10 000, 15 000 abonnés. Les micro-comptes qui sont aujourd'hui aux alentours de 500 abonnés peuvent être très bien aussi. Voilà. Et apporter beaucoup de contenu et du contenu de qualité. Merci. Meryl, on te laisse la parole de façon à ce que tu puisses nous présenter les aides qui sont accessibles, et Alors, je suis notamment un désolée, du coup, dispositif. on a un petit peu zappé la partie sur Community Manager, mais je vous invite peut-être, vous aurez tous les contacts de nos intervenants ensuite, donc je vous invite à revenir vers Carole, vers Nicoletta, vers Didier, si jamais vous avez des questions à leur poser sur leur métier. N'hésitez vraiment pas. Donc, je vais essayer d'être très rapide. Je vais vous parler de 2 aides du coup de la région Nouvelle-Aquitaine pour aider les entreprises de moins de 10 salariés à réaliser leur transition numérique. Donc, je viens de regarder un petit peu les sondages. Je sais que ça représente plus de 50% d'entre vous aujourd'hui. Je sais aussi qu'il y en a qui ont plus de 10 salariés. Donc, malheureusement, là, ça ne vous concernera pas. On va vraiment parler des aides pour les TPE, donc moins de 10 salariés ou auto-entrepreneurs. Donc, la première aide, c'est le chèque e-commerce qui est encore valable pendant 2 mois, jusqu'au 30 juin de cette année, qui est un chèque qui a été mis en place suite au second confinement pour vous aider du coup à mettre en place une démarche e-commerce. On va le voir du coup juste après dans ce qui est éligible. Par e-commerce, on n'entend pas forcément la création d'un site e-commerce, mais aussi la mise en place d'un click and collect, la digitalisation de votre catalogue produit, tout ce qui va pouvoir en fait vous aider pour passer du coup de votre boutique physique à votre boutique en ligne. Il faut avoir du coup pour ce chèque e-commerce un budget qui est au moins de 2 000 €. La région peut en financer 50% jusqu'à 5 000 €. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ce n'est pas juste un chèque pour vous aider à aller sur une démarche e-commerce, mais ça comprend également un palier d'accompagnement, un diagnostic en fait e-commerce qui est réalisé par les chambres consulaires, donc CCI ou CMA en fonction de qui vous dépendez. La seconde aide, du coup, qui est une aide, on va dire, beaucoup plus long terme, beaucoup plus pérenne, puisque ce sera pour les TPE qui auront vraiment un projet de digitalisation de fond, j'ai envie de dire. Donc là, toujours même critère d'éligibilité, donc TPE de moins de 10 salariés. Attention, pour cette aide-là, il faut avoir au moins 2 ans d'existence. Donc là, c'est une aide à partir de 10 000 € de budget. Donc on est quand même sur des beaucoup plus gros projets qui peut aller jusqu'à 150 000 € et qui est conditionnée à 2 phases d'accompagnement cette fois-ci. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans le programme, il y a une première phase où le conseiller numérique de votre chambre consulaire va vous aider à établir en fait votre stratégie digitale. Et ensuite, une deuxième phase où vous allez avoir 2 jours d'accompagnement pour commencer à mettre en place cette stratégie. Donc là, par exemple, sur le type de dépenses éligibles, je vous en ai mis un petit exemple sur la gauche. Donc, ça va des infrastructures et des équipements, donc matériel, mais aussi à du recrutement, par exemple, si vous avez besoin de recruter quelqu'un pour s'occuper du digital dans votre entreprise. Ça comprend aussi le marketing digital. Alors attention, dans une limite de 5% des dépenses, mais il y a certains coûts de publicité sur les réseaux sociaux qui peuvent être inclus pour faire écho à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc les démarches pour ces 2 aides, c'est tout simple en fait. Si vous avez des besoins numériques et que vous êtes éligible à l'un des 2 accompagnements, vous pouvez aller sur le site de la CPME Nouvelle-Aquitaine, dont je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat, juste ici. Vous aurez le récapitulatif d'ailleurs de tout ce que je viens de vous dire. Vous remplissez du coup le prédiagnostic en ligne qui vous permet d'évaluer votre maturité numérique et vos besoins. Ça prend vraiment moins de 10 minutes.
Ensuite, moi, du coup, je reçois vos prédiagnostics, je vérifie si vous êtes bien éligible et si c'est le cas, je dépose votre dossier auprès de la CCI ou de la CMA via une plateforme en ligne pour que votre conseiller Ah, Meryl, on t'a perdu. orienté pour l'accompagnement. Ah, C'est vous bon, m'entendez? on t'entend. C'est bon, on t'entend. Vas-y. C'est bon, vous m'entendez. Je ne sais pas du coup à quel moment ça a coupé. Mais T'es à distance. Rapproche-toi de ton micro. D'accord. Du coup, voilà, je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu, mais donc du coup, l'idée c'est vraiment donc de remplir ce prédiagnostic et ensuite, voilà, si vous êtes éligible, on reviendra vers vous et votre conseiller numérique consulaire pourra faire le point sur vos besoins. Voilà, il est 12h15, on est pile poil à l'heure, on a déjà répondu aux questions. Je vous mets voilà, les coordonnées des intervenants d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions pendant que je parlais, Eric, peut-être sur les aides, ou si on s'arrête là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, je pense que c'est bon, a priori. Je suis en train de descendre au fur et à mesure des questions qui n'ont pas été traitées. Il en reste presque pas de réellement pas traitées. Non, ça me semble pas mal. Si on a une petite question sur Snapchat. Ça, c'est pour Carole. Pourriez-vous développer sur comment communiquer sur Snapchat et comment capter notre cible et faire qu'il s'abonne? Est-ce que tu as un tips là-dessus? Sur Snapchat, moi pas trop parce que déjà quelle est l'entreprise du coup qui veut communiquer dessus? Bon, on a eu plusieurs questions autour de ça, et notamment pour des établissements scolaires. Ah, c'était des établissements scolaires, d'accord, ok. Là, après, c'est toujours pareil, hein, c'est déjà d'orienter votre contenu, vraiment. Qu'est-ce que vous allez y raconter sur Snapchat, sachant que, alors, moi, sur Snapchat, je vous inviterai surtout à faire un peu comme sur TikTok. Hein, finalement, c'est quand même beaucoup de la vidéo, je trouve. C'est beaucoup plus percutant en termes vraiment de contenu. Après, toujours pareil, de façon à pouvoir obtenir le maximum d'abonnés. Déjà dans votre entourage, faites en sorte que les personnes proches de vous qui ont un intérêt pour justement Snapchat et qui y sont dessus, déjà vous suivent et repartagent quasiment instantanément finalement le contenu que vous avez partagé pour qu'il y ait un maximum de vues. Là, en l'occurrence, la question a été posée par une mission locale. Donc, je présume que l'intérêt de la mission locale, c'est de communiquer auprès des bénéficiaires, mais peut-être aussi de communiquer de ceux qui ne savent pas que la mission locale existe. Comment est-ce que tu pourrais imaginer un plan de communication simple pour une mission locale qui voudrait toucher sa cible, c'est-à-dire, oui, effectivement, on va dire 17, 18, 19, 20 ans peut-être, qui ne sait pas que la mission locale existe? Est-ce que Snapchat te semble plutôt opportun? Moi, je dirais oui, mais vraiment, Snapchat pour moi, c'est plus du complément. Hein. C'est pas forcément le réseau que je mettrais en avant. Parce que pour moi, Snapchat, ça va être plus du. Sur Snapchat, c'est pareil, on va avoir du contenu qui ne dure que 24 heures. Donc tout dépend de ce sur quoi vous voulez communiquer exactement. Moi, je le mettrais plus en complément, en fait, Snapchat, clairement. C'est-à-dire, c'est avoir un autre réseau social support, vraiment, et Snapchat en complément sur des vidéos, enfin vraiment, voilà, pour de l'actualité chaude. Bon. Merci. Mais ça se détaille si après on veut plus d'informations. Ouais, voilà. Merci à tous. Ce que je vous propose, c'est que vous avez là sur la slide qui est affichée les coordonnées de chacun d'entre nous. Nous sommes tous disponibles pour vous répondre, évidemment, sans souci, hein, n'hésitez pas, faites-nous un petit mail. Vous avez le nom des entreprises correspondantes, donc vous trouverez de toute façon le téléphone aussi. Appelez-nous, on répondra évidemment sans aucun problème, on fait du conseil et ça ne coûte rien le conseil de prendre quelques minutes de discuter avec vous pour vous donner les petites informations dont vous auriez besoin. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Merci à tous. Merci à tous, merci à nos 3 intervenants aussi, et merci à toi Eric de co-assurer l'animation de ces webinaires avec moi.
Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous les participants qui étaient très nombreux aujourd'hui. Merci, au revoir.